Alors, j'ai parlé du PVPK et la dialyse et l'ECMO, c'est intéressant parce qu'on peut modéliser l'effet de la dialyse ou de l'ECMO sur le médicament. Ici, c'est ce qu'on fait un peu dans le service. Ici, c'est un patient virtuel, c'est une poche. Et donc, on injecte les médicaments et on voit comment les médicaments, par exemple, étaient absorbés. Exemple de l'amicacine, où on voit qu'en fait, il y a une quantité non négligeable d'amicacine qui est absorbée, qu'elle est absorbée de manière, enfin, très rapidement au début, que ce phénomène s'estompe en fonction du temps. Et avec ces manipulations-là, on peut décrire le devenir du médicament dans un circuit extracorporel qu'on peut implémenter secondairement dans un modèle PVPK complexe. Alors, une fois qu'on a créé des modèles, c'est le retour au patient qui est intéressant. Voilà deux exemples, l'exemple de la piperacine et l'exemple de la céphalosporine. C'est des études qu'on a fait dans le service. On a créé un modèle ici qui décrit la clairance et le volume. Et vous voyez bien que le poids et le débit de filtration glomérulaire sont des covariables d'intérêt pour la clairance. Et ici, le poids et le score de Bellot, qui est un score de gravité. On fait le modèle et ensuite, on demande au modèle de nous donner un schéma posologique, par exemple pour la piperacine, en fonction de la CNI. Et là, il nous montre que seule la perfusion continue permet d'exposer tous les patients, quelle que soit la CNI du gérant. Autre application, c'est céphalosporine, c'est à peu près les mêmes covariables. Ça, c'est juste pour vous illustrer ce qu'on fait maintenant dans le service. Ce sont des enfants, en fonction du poids, en fonction du DSG, mais également en fonction de la CNI. Voici les schémas posologiques que peut proposer le modèle et on l'utilise en pratique. Alors, les bêta-lactamines, on a parlé de la perfusion continue. Est-ce que c'est safe d'utiliser la perfusion continue selon le modèle? On a fait une étude ici, regardez juste cette partie de l'histogramme. C'est en bleu, c'est les perfusions continues, et en jaune, plutôt orange, c'est les perfusions discontinues. Eh bien, la perfusion continue permettait une meilleure exposition aux 3 bêta-lactamines. En revanche, observez bien qu'il y avait un risque de surexposition, bien que non significatif pour les perfusions continues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on met en place une perfusion continue, eh bien, cette fameuse variabilité intra-individuelle peut intervenir à ce moment-là. Vous mettez un patient sous perf continue, vous ne mesurez pas forcément la fonction rénale tous les jours, et bien un risque d'accumulation si le BEG diminue de moitié, parce que vous ne voulez pas forcément sur le chiffre de créatinine, par exemple. Alors, TDM versus ce qu'on appelle le target concentration intervention, c'est l'adaptation bayésienne. Le TDM, c'est bien, mais ça fait appel un peu à l'intelligence humaine. Je récupère une concentration et j'adapte. Le TCI, c'est utiliser les modèles bayésiens que Nicolas a décrits tout à l'heure, donc je ne vais pas redécrire. Et là, il y a cet article qui est assez provoquant, qui montre que finalement, utiliser le TDM, c'est diminuer par exemple le TCI, par exemple, diminuer la néphrotoxicité de la vancomycine versus TDM. Un exemple d'étude sur une population TDM versus TCI, ça c'est une étude que Romain Berthaud a fait dans le service. 100 patients, vancomycine, ajustement selon le modèle dès la 6e heure, versus ajustement selon le médecin à la 24e heure, avec comme critère de jugement l'exposition. Le résultat est sans appel. Le groupe bayésien, en fait, avait une meilleure exposition. Et surtout, pas de surexposition ici selon cette étude. Versus le groupe contrôle, vous voyez qu'un certain nombre de patients étaient encore sous-exposés à la 24e heure. Voilà une démonstration quasiment quand même que le modèle là fait mieux que le clinicien pour adapter la vancomycine des premières 24 heures. Voilà, je ne reviens pas sur la méthodologie de ce qu'on appelle l'ajustement bayésien, on prend en compte les caractéristiques de la molécule, le modèle moyen pharmacocinétique et les caractéristiques du patient pour décrire la courbe individuelle. Et ensuite, c'est la prédiction de la résiduelle, par exemple, ici, en fonction d'une concentration qui n'est pas forcément la résiduelle. Nous aussi, dans le service, on a des logiciels que Déborah, ici, nous utilise pour ajuster, par exemple, la dose de méropénem, ici. Cette posologie-là n'était pas adaptée pour la CNI, et bien le logiciel nous propose, par exemple, ici, d'allonger la durée de perfusion. Alors, on a parlé de TDMX, TDMX, finalement, c'est en service libre, donc je l'ai pris pour vous montrer effectivement à quoi ça ressemblait. Donc, vous entrez
les caractéristiques du patient et la fonction rénale. Les choses intéressantes aussi, vous rentrez la CO2. Donc, vous renseignez la cible, notamment par exemple la cyanobactérie, et pour montrer qu'en fonction de la cible que vous, clinicien, vous allez définir, eh bien, le modèle va vous suggérer des posologies et des régimes de perfusion qui vont être différents. Par exemple, si vous considérez que pour être dans la cible, il suffit que la concentration d'antibiotiques soit supérieure à la CMI seulement 50% du cas, eh bien, une perfusion discontinue comme une perfusion continue permet une bonne exposition, alors que si vous augmentez le seuil à 100% du temps, eh bien, seule la perfusion continue permet l'exposition de tous les patients, ici par exemple. J'en ai bientôt fini. On a beaucoup parlé de concentration, mais il y a aussi des études sur contrôler la posologie en fonction de l'effet. En réanimation, il y a des médicaments pour lesquels on n'a pas besoin de mesurer la concentration pour adapter la posologie. Exemple, les vasopresseurs. Je prescris mon vasopresseur, je regarde la pression artérielle et je modifie mon débit de perfusion. Ici, c'est une étude de Kremlin-Bicêtre en péropératoire sur l'utilisation d'un logiciel, ce qu'on appelle des boucles d'autocontrôle, qui va adapter le débit de perfusion de la noradrénaline pendant une intervention chirurgicale en fonction de cibles de pression artérielle moyenne, mais également de volume d'éjection systolique. Et en fait, c'est intéressant, donc, dans le groupe assisté par ordinateur ou par modèle, vous voyez que déjà, la dose de la noradrénaline était plus basse, évidemment au prix d'un nombre de modifications astronomiques que, évidemment, nous-mêmes, on ne peut pas faire, avec un pourcentage, un nombre d'hypotension plus faible, un nombre de lactates plus faible. Donc, manifestement, sur les valeurs cliniques, les données cliniques, eh bien, l'ordinateur fait mieux que le cerveau humain. Et lorsqu'on regarde ici, donc en gros, c'est les valeurs contrôlées par l'ordinateur. Ici, c'est l'intervention humaine. On voit très très bien que la pression artérielle est bien plus contrôlée par ce système de contrôle versus, je vais dire, la prise en charge en plus. Un autre exemple que je ne vais pas détailler parce que je n'ai pas beaucoup de temps, ça c'est l'utilisation également de boucles, de seringues intelligentes sur la perfusion du rémifentanil et du propofol avec un objectif de démontrer que non seulement les patients étaient mieux sédatés pendant l'intervention, ce qui est le cas, mais qu'aussi en post-opératoire qu'ils aient moins d'effets indésirables. Et là, malgré une tendance, en tout cas, ce n'est pas significatif. Pour finir, le modèle idéal n'existe pas. Il y a des bons modèles, mais il y a des clés pour avoir un bon modèle. La première chose, c'est bien reconnaître le contexte. C'est l'interaction entre, je dirais, trois disciplines. La discipline clinique, la discipline de dosage de pharmacologie, et également des pharmacométriciens, donc, qui ont une expertise dans l'ajustement bayésien, l'utilisation du modèle. On peut, avant de faire un dosage ou une mesure de concentration, modéliser une première dose, donc en utilisant les modèles, mais également, comme je vous ai dit, le contexte clinique, un peu de connaissance aussi. Se poser la question si cette dose modélisée est bonne, donc réaliser, si on peut, un suivi thérapeutique très précoce pour faire un ajustement bayésien. Voilà, donc, le top modèle n'existe pas. Il y a des modèles qui sont utiles, mais certains sont potentiellement dangereux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce super topo. Est-ce qu'on a des questions? Sans micro, t'inquiète pas. Juste, on parlait tout à l'heure des transporteurs. Est-ce que tu penses que ça a un effet finalement, la maturation? Alors, il y a les transporteurs et aussi les cytochromes qui sont tout à fait matures. Alors, je ne sais pas trop les âges, ils ne sont pas pédiatriques. En fait, il y a pas mal de choses qui ressortent, ne serait-ce qu'en métal, dans certaines études. Est-ce que tu penses que ça impacte ou pas? Oui, pour les cytochromes, c'est sûr, ça impacte. La maturation des cytochromes est très variable entre les cytochromes. Il y a une grande difficulté sur la maturation des cytochromes. Certains sont matures très tôt et d'autres tard. Donc, il existe. Et pour les systèmes, les transporteurs également, je vous ai montré cette histoire d'allométrie. En fait, même sur la consommation métabolique elle-même, elle croît avec l'âge et avec la taille.
Donc, il y a une évolution de l'utilisation de l'énergie au sens large. On peut considérer que les transporteurs également fonctionnent avec l'énergie. Donc, il y a sans doute un niveau d'évolution en fonction du poids et de la taille pour ces transporteurs. J'avais une question par rapport au modèle de PKPOP que vous utilisez dans votre service. Est-ce que ces modèles intègrent ce qu'on appelle la variabilité interoccasion, qui est quand même importante, surtout dans une population de réanimation, qui dit que ça peut rendre moins pertinent le modèle, le son d'utilisation. La deuxième chose, c'est en raison du fait que dans la pratique hospitalière, on a souvent qu'un seul prélèvement. Comment est-ce que vous faites pour minimiser la problématique du shrinkage? Alors, le shrinkage est souvent élevé dans les modèles PKPOP de réanimation. C'est compliqué d'avoir un niveau de shrinkage vraiment très très bas parce qu'effectivement, cette énorme variabilité intra-individuelle. Pour répondre à votre première question, en fait, on intègre cette variabilité intra-individuelle dans l'ajustement bayésien. La première dose, on prend en compte la variabilité interindividuelle, parce que le modèle nous dit, voilà. Et quand on fait du suivi thérapeutique, on intègre la mesure de concentration et on intègre le jour où on doit adapter la nouvelle fonction rénale, si je puis dire. Parce que beaucoup de nos modèles intègrent la fonction rénale dans l'adaptation, enfin dans l'estimation de la clairance. Donc, puisque la fonction rénale, le débit de filtration glomérulaire change tous les jours, lorsque nous, on envoie un prélèvement à nos collègues de pharmacologie, on renseigne la fonction rénale, et donc, quand eux nous font une adaptation bayésienne, en tout cas nous disent qu'il faut augmenter, ils prennent en compte la valeur de la créatine. Donc, il y a un aller-retour entre le service clinique et le service de pharmacologie pour bien vérifier que le chiffre de créatinine n'a pas évolué ou le DFG n'a pas évolué. Donc ça réduit la variabilité intra-individuelle, puisque cette variable, la valeur de cette variable se modifie au cours du temps. Ça répond à votre question? Pas tout à fait, parce qu'on sait que dans cette population, du jour au lendemain, il va y avoir justement de la variabilité sur cette fonction, et que si on prédit à partir de du DFG d'aujourd'hui, la prédiction ne sera pas suffisamment précise pour le lendemain ou le surlendemain. Alors, pour compléter, lorsqu'on reçoit une concentration, on prend en compte la fonction rénale du jour, puisqu'on mesure la fonction rénale tous les jours en réanimation. Oui, mais celle dans 24-48 heures aura... Ah bah oui, et ça, l'idée, c'est d'avoir un logiciel continu du patient, c'est-à-dire que tous les jours, vous pouvez modifier les paramètres du modèle, rentrer la valeur du DFG pour voir si la prédiction de la veille est toujours la même. Et si la prédiction n'est pas la même, vous pouvez considérer de continuer la même posologie, pas de problème. Donc on peut intégrer, puisqu'on peut à loisir, modifier la valeur de la variable fonction rénale de ce patient. J'avais une question sur le choix de la population dans la construction du modèle, et notamment, vous avez bien dit, la problématique, c'est la variabilité entre les patients et sur un certain nombre de paramètres, mais ces paramètres peuvent être extrêmement nombreux. Et donc, quand on fait un choix de population, il y a le choix aussi des paramètres qu'on retient. Donc, souvent, ça va être la fonction rénale, le poids, mais finalement, il y en a peut-être d'autres qu'on ne connaît pas qui sont dedans. Et quand on regarde les études, des fois, les modèles, c'est 15 patients sur du polytro, et comment ça, c'est extrapolable pour un mini-Covid ou quelque chose comme ça. Et donc, comment vous avez fait dans la construction du modèle pour surmonter ça? Et ma deuxième question, c'est après, dans le modèle, quel taux de prédiction, quel est le pourcentage, la marge d'erreur dans la prédiction que vous avez quand vous faites des validations externes? Qu'est-ce que vous visez et qu'est-ce que vous avez? Donc, merci pour cette très bonne question. C'est le paradoxe de la modélisation en réanimation. Le patient de réanimation n'est pas modélisable en réalité du fait de cette énorme variabilité inter- et intra-individuelle. Donc, il n'y a pas de modèle idéal. En revanche, il y a tellement d'incertitudes que le modèle peut aider. Donc, c'est un peu le paradoxe, mais il faut s'aider du modèle. C'est complémentaire avec notre intuition aussi. Il ne faut jamais négliger l'intuition du clinicien. Donc, ce n'est pas extrapolable. Il ne faut pas extrapoler des modèles de population qui n'ont rien à voir avec votre patient, même si la modélisation, c'est de prédire les choses en fonction des variables. Il ne faut pas le faire, parce que là, on risque l'erreur. Et pour l'incertitude et l'erreur résiduelle,
C'est une vraie question, c'est un choix clinicien. C'est de dire, est-ce que moi j'accepte pour ce patient 30% d'incertitude ou non, je ne peux pas accepter 30% parce qu'il est trop grave. La question, donc, elle est clinique au final. On peut estimer que pour des patients, se tromper à 30%, ce n'est pas très grave. Et d'autres, c'est très grave. Donc, ce que je veux dire par là, finalement, le message, c'est qu'on peut utiliser les modèles, mais il faut savoir les utiliser. Et surtout, laisser la place à notre intelligence à nous, c'est complémentaire. Et le patient change tout le temps, donc il faut reconsidérer ce que vous avez décidé, la vallée ou la campagne.